DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Tango Koki RDC. Nous avons l'honneur et le plaisir d'être toujours devant vous pour vous informer. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Stéphane Balamwange, votre humble serviteur, l'infatigable, je suis toujours là, le vrai patriote. Ici, chez nous, nous prônons bien sûr le patriotisme et la méritocratie. Chers compatriotes, c'est parti. Je reçois pour vous votre humble serviteur également, Jean Idia. Jean Idia est chercheur, scientifique, en même temps analyste politique. Jean Idia est là, ensemble avec nous sur ce plateau, pour essayer un peu d'analyser une question très importante. Tout ce que les Congolais doivent savoir sur le projet de balkanisation de notre pays. C'est très important. Après un temps de recherche, Jean Idia vient exposer quand même la matière ici. Ok? Merci. C'est parti. Monsieur Jean Idia, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous allez bien, j'espère? Très bien. Ah oui. Avant d'être là, comme invité, vous êtes quand même l'un de nos téléspectateurs. Vous suivez Tango Koki RDC. Quelles sont vos impressions d'abord? Bon, c'est une très belle émission. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un de vos fanatiques, si je peux le dire. Je ne rate jamais une émission. Malheureusement pour moi, souvent, je suis ça en différé sur mon téléphone quand c'est diffusé. J'apprécie beaucoup l'émission parce que vos invités vont au cœur du problème. Et tout ce dont on parle, tout ils parlent sont vérifiables. Ce ne sont pas des bobards, ce ne sont pas des informations qu'ils ramassent dans la rue, mais ils sont vrais dans ce qu'ils disent par rapport aux émissions que vous tenez avec eux. Merci beaucoup. Historien, oui. Vous avez été aussi une fois encadreur, enseignant à l'école primaire. C'est déjà en quelle année comme ça? J'ai eu mon diplôme d'État en 75. Donc je dois vous dire que je suis à 100% un produit des jésuites. J'ai eu mon diplôme d'État en 75. J'ai étudié dans un institut pédagogique de prêtres jésuites dans le Bandundu. Juste après, ceux du collège Boboto m'ont appelé pour enseigner à l'école primaire. J'ai exercé là-bas pendant 3 ans, de 1975 à 1978. Collège Boboto. Collège Boboto, école primaire. École primaire. Oui, oui. À l'époque, il n'y avait qu'une direction. Il n'y avait pas deux. Une direction avec le directeur Mbala et de l'autre côté, il y avait un directeur adjoint pour seconder parce que c'est un grand complexe pour seconder le directeur. Parmi vos élèves encadrés pendant cette période, avez-vous quand même l'idée sur quelques-uns qui sont quand même devenus aujourd'hui des étoiles? Oui, sur beaucoup. Par exemple, le chef de l'État. Oui, le chef de l'État? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son frère Christian ont fait leur école primaire au collège Boboto. Moi, j'étais enseignant en 6e C. Le président était élève en 6e A ou B. Chez son enseignant, le nom c'était Fortuna. Malheureusement, il est mort. Ah oui? Oui. Donc, Tshisekedi et son frère ont étudié là-bas? Oui, son frère qui vient juste après lui, c'est Christian, je crois. Ils ont étudié là-bas. C'est Christian? Oui, ils ont étudié là-bas. Et si le président me voit, ou Christian me voit, ils vont me reconnaître. Jean Idia? Oui, nous ne sommes même plus nombreux, ceux qui les ont connus là-bas. Il n'y a que moi et le secrétaire Louano. Les autres là sont morts. Mais il peut reconnaître certains noms comme papa... ça va revenir, certains noms qui étaient là, le directeur Mbala, par exemple, parce qu'il n'y avait qu'un directeur, Papa Kachama, qui était un enseignant célèbre en 4e primaire. Ils sont nombreux là. Ah oui, très bien. Là, nous avons quand même un témoignage de l'un des enseignants
du président Tshisekedi et son frère Christian. Oui. C'est déjà en quelle année vous avez dit? Moi, j'étais là de 75 à 78. L'enseignant du président est parti, je crois, en 76. Il a quitté le collège pour un travail dans une compagnie pétrolière. En 78, moi, je suis parti aux études, d'abord aux facultés catholiques, quand c'était encore là où se trouve l'hôpital Saint-Joseph. Et puis, j'ai fait presque une année. Pour des raisons personnelles, j'ai quitté. Je suis allé à l'IPEN en 80. C'est là où j'ai fait l'histoire, jusqu'en 87. Et en 87, pour terminer, le prêtre du collège m'ont récupéré. J'ai enseigné l'histoire pendant 24 ans. Parmi mes anciens élèves, il y a le chargé de mission du président de la République, Kaasha Birindwa. Kaasha Birindwa. Oui, c'est l'un des... Ils sont nombreux, même le docteur Kasseya, qui est à l'OUA, c'est l'un de mes élèves. Très bien, très bien. Et ils sont nombreux comme ça. Ça fait du bien, merci beaucoup. Tout ce que les Congolais doivent savoir sur le projet de balkanisation de notre pays, c'est l'intitulé de votre recherche, résumé en quelques pages. Vous voulez nous dire quoi? Bon, nous voulons savoir alors. Allez-y. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. On ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il faut d'abord connaître les tenants et faire une projection sur les aboutissants. Le problème de la balkanisation du Congo, c'est un problème réel qui a évolué, comme nous allons le voir tout au long de l'émission, de 1948 jusqu'au moment où on l'a rendu public en 1996 par l'attaque du pays avec l'AFDEL, en fait qui était, comme le président qui l'avait dit, un conglomérat des aventuriers, mais à la base, il y avait l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi dans une certaine mesure, et puis certains mercenaires qu'on avait recrutés de partout pour imploser le Congo. Mais quand nous allons avancer, vous allez voir étape par étape par où on est passé avant d'arriver à cette histoire. Les causes profondes de ces plans sont lesquelles? Bon, je disais ceci. Je fais un pas en arrière pour rappeler d'abord ce qu'est le Congo. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Quand ils sont allés à la conférence nationale, de Berlin en 1984-1985, l'idéal ou l'objectif de cette conférence n'était pas de partager l'Afrique, parce qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que les explorateurs avaient traversé le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi de suite, mais ils ne connaissaient pas tous les contours du pays. C'est ainsi que, comme la question coloniale faisait partie des relations internationales, ils se sont retrouvés à Berlin. Bismarck avait appelé tous ces gens-là à Berlin pour éviter qu'il y ait une conflagration en Europe, parce qu'il y avait déjà de la concurrence entre les différentes puissances. Et vous allez voir que cette conférence s'est tenue, comme je le disais, dans le cadre des relations internationales. Ce qui fait que les différents pays, les 14 pays qui ont siégé là-bas, étaient, on peut les diviser en deux parties. Il y a les pays à vocation coloniale, comme la France, l'Angleterre, dans une certaine mesure le roi des Belges, mais non d'abord la Belgique, le Portugal, ainsi de suite. Et des pays qui n'avaient pas de caractère colonial, comme les États-Unis, la Russie, la Suède, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là que la conférence s'est tenue. Alors, parlant de l'EIC, le roi a négocié pied à pied avec chaque puissance coloniale pour qu'on lui permette de diriger ces territoires, ces vastes territoires-là. D'ailleurs, ces puissances-là étaient convaincues que le roi allait le perdre. C'est comme ça qu'on lui a laissé, on a dit, bon, nous allons voir. Mais il y a 3 conditions qu'on lui a posées, tout le monde. Liberté de conscience, ça signifie que le roi ne devait pas être, disons, se limiter à n'utiliser que les catholiques. Tous ceux qui pouvaient venir, les lesbiennes aujourd'hui, les protestants, toutes les religions pouvaient venir. De 2, liberté de commerce.
il ne pouvait pas y avoir des entraves par rapport à toute personne, à tout ressortissant des pays signataires qui venaient pour faire le commerce. Et la neutralité en cas de guerre, l'EIC ne devait pas entrer en guerre contre une autre puissance, surtout signataire. Mais vous allez voir que le roi de Belge n'a pas respecté tout ça. Pendant la guerre, par exemple, quand la Belgique avait été envahie, plus tard les Belges n'ont pas respecté, ils ont fait la guerre contre les Allemands. C'est comme ça que la force publique a libéré les territoires comme la Tanzanie, sont allés en Éthiopie. Quand vous entendez parler de Mahenge, Sayo, tout ça, ce n'est pas au Congo, c'est du côté est là. Donc la neutralité n'était plus sur le plan religieux. Les Belges et le roi a imposé l'église catholique au lieu d'autres églises, ainsi de suite. N'importe quel pays. Nous sommes un pays qui a été créé par consensus. Et c'est à cause de cela que d'ailleurs aujourd'hui, on nous fait des problèmes. Un pays créé par consensus. Consensus, oui. De grandes puissances. De grandes puissances. Priez de nous parler maintenant de l'aspect politique pour faire triompher leur projet et, si possible, aussi nous parler des préoccupations de tous aussi. Voilà. Le problème, c'est quoi? Nous sommes en 48. Hein? Donc, il y a deux problèmes fondamentaux. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont constaté deux choses. De toutes les puissances en guerre en 1948, il n'y a que la petite Belgique qui est sortie sans dette ou presque pas de dette. Ils ont voulu chercher à comprendre comment cela était possible. De deux, l'uranium qui a donné la victoire aux Américains a été extrait, par rapport aux Japonais, a été extrait du Congo. Alors ils se sont dit, c'est autre chose aussi, par rapport à la France, ils ont admiré l'apport matériel, physique, financier, même en hommes, des colonies françaises dans la libération de la France quand elle était occupée par les Alliés. C'est comme ça que les Anglais ont, à partir de 1948, initié un projet d'expropriation de l'Afrique centrale et surtout du Congo, de leur puissance coloniale, comme la France et la Belgique. Ils ont voulu faire ça par la force, ça n'a pas réussi. Ensuite, ils ont transformé, surtout à partir de Margaret Thatcher, mais c'était un peu plus loin, parce qu'en 1948, c'est le général Montgomery qui a initié un projet d'expropriation de l'Afrique centrale et du Congo des mains de leurs colonisateurs. Ça n'a pas marché, mais plus tard, tous les premiers ministres anglais vont reprendre ces projets pour le transformer en une guerre économique. Bon. Sur le plan politique, le problème c'est quoi? On ne veut pas que la RDC retrouve sa souveraineté. On ne veut pas de ça. Et vous allez voir, si Laurent Désiré est mort, en partie c'est à cause de ça. Parce qu'une fois qu'il est arrivé à Kinshasa, il s'est retourné contre les autres en disant la RDC doit vivre, il ne faut pas trahir, ainsi de suite. C'est comme ça que tous ceux qui, à partir de Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et même le président actuel, toutes les difficultés qu'ils ont, c'est parce qu'ils veulent, sur le plan politique, rétablir la souveraineté de la RDC. Or, les autres n'en veulent pas. Parce que, souvenez-vous, c'est que Frantz Fanon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Si le Congo retrouve sa souveraineté, ça devient un État puissant, il va influencer tout le reste de l'Afrique. Et à ce moment-là, eux n'auront pas beaucoup d'impact sur le continent africain. Par rapport aux Tutsis, c'est connu de tout le monde aujourd'hui qu'ils veulent des terres. Et tout le combat qu'il y a là-bas, c'est par rapport aux terres. Et Kagame s'est caché pendant plusieurs années en disant qu'il n'était pas au Congo, il ne soutenait pas le M23. Ceux qui sont là-bas, c'est un problème congolais. Mais aujourd'hui, il l'a dit lui-même clairement que le Kivu, c'est une partie
du Rwanda. Ce qui étonnerait n'importe quel historien, à moins de falsifier l'histoire, parce que les Hutus, qui étaient les premiers habitants du Rwanda, n'ont jamais réclamé le Kivu comme étant leur terre. Ah, les Hutus sont les premiers habitants du Rwanda et n'ont jamais réclamé. Non, ils n'ont jamais réclamé les Kivu comme leur terre. Comme leur terre. Mais les Tutsis qui sont venus après. Oui. Parce que quand vous suivez les migrations bantoues, c'est venu du nord, de l'ouest. Les uns ont suivi le flanc gauche, disons, sont descendus, les autres sont venus vers le centre, et d'autres encore sont venus un peu plus vers le nord, et ce sont ceux-là qui sont au Burundi, en Tanzanie, un peu partout. Donc, ils étaient là avant les Tutsis. Les Tutsis sont arrivés après. Mais curieusement, les Hutus qui étaient là depuis longtemps n'ont jamais dit que les Kivu étaient leur terre. Mais par contre, ceux-là qui sont venus après, qui ont trouvé les Hutus dans leur pays, le Rwanda, réclament le Kivu comme étant leur terre. Donc, c'est paradoxal. Paradoxalement, oui. Les astuces utilisées, bien sûr, par les Tutsis, bien sûr. Bon, les astuces utilisées, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'accord de l'Emera. L'accord de l'Emera? Oui. Si vous consultez l'Internet, vous allez voir que il a été signé par, du côté Congo, il y avait Ngannou Kisase, le général qui est mort juste après la prise de Goma, je crois, Laurent Désiré Kabila, et puis vous avez de l'autre côté Bouguera et Bizi Makara, les 4 qui ont signé cet accord-là. Et c'est un accord en 8 articles. Si vous consultez l'Internet, vous allez voir en quoi il consiste. Par exemple, que les 300 km en deçà du Congo, à partir des frontières est, devaient revenir au Rwanda, à l'Ouganda, ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose. L'application de l'accord de l'Emera, ensuite, des terres qui auraient appartenu au Rwanda, que le Congo a pris. Curieusement, en 1800, quand on regarde la carte de l'Afrique, la première carte, le Rwanda n'existait pas. En 1885, le Rwanda n'existait pas. C'est une bande de terre qui va de la Tanzanie, ce qu'on appelait les possessions allemandes, hein, parce que ce sont les Allemands qui ont... ils ont perdu ça après la Deuxième Guerre, la Première Guerre mondiale, qui a donné aussi l'occasion à la Belgique de prendre... le Rwanda et le Burundi comme des territoires sous mandat. Très bien. Mais au départ, c'était des territoires allemands. Oui. La présence de FDLR sur le sol congolais, qui menacerait aussi la sécurité du Rwanda, mais en réalité du pouvoir Tutsi. Bon, ça, c'est un faux problème. Je voudrais vous rappeler une chose. Hein. En 1994, quand il y a eu le génocide rwandais, et c'est ça l'erreur que le président Mobutu avait commise. Il a ouvert les femmes. Il était en mal avec la communauté internationale, notamment les Occidentaux, qui ne voulaient plus de lui. Je le dirai plus tard, hein, parce que ça fait partie des plans de balkanisation, oui. Parce que c'est à partir de ces génocides-là qu'on a voulu matérialiser par rapport au Congo, ces plans de balkanisation-là. Donc en fait, le problème, c'est quoi? Comme je le disais, l'idée de balkaniser le Congo n'a pas commencé avec la guerre de l'AFDEL. Même à l'époque de Mobutu, le problème s'est posé, mais Mobutu n'avait jamais voulu de ça. C'est la raison pour laquelle certaines déclarations du président Mobutu faisaient état de son refus. Mais comme il ne pouvait pas le dire clairement, je retiens seulement 3 phrases. Vous prenez, un jour il a dit, il n'est pas facile d'être le Zaïre. Deuxième chose, de mon vivant, le Zaïre ne sera jamais divisé. Bon, pour qu'il puisse dire ça, ça signifie qu'on le lui proposait. Très bien. Et il avait refusé. Oui, bien sûr. Troisième chose, après moi, les déluges. Donc, il connaissait bien ce plan-là. Après moi, le déluge. Oui, Mobutu a dit ça. Bon, il a dit ça, oui. C'est l'une de ses phrases clés. Hein? Or, c'était un message et nous, on ne comprenait absolument rien. Qu'il nous transmettait, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que, pendant cette période-là,
de Mobutu, le problème avait été relancé. Mais ça a commencé avec la sécession katangaise. C'était le premier pas ou le premier geste de la balkanisation du pays. La sécession katangaise qui a été suivie plus tard par la sécession du Sud Kasaï avec Molopwe. Plus tard, il y a différentes séquences 3 mois, oui. de mise en route de ces programmes de balkanisation, bien sûr. Oui, oui. Là, nous avons la sécession katangaise, qui est 11 le juillet 1960. Oui. Nous avons également, tout au long du règne Mobutu, au cours de la décennie 80. Oui. Au cours de la décennie 80, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a 2 événements majeurs qui se passent pendant les années 80. Par rapport au projet de balkanisation, le premier événement, c'est quoi? C'est la chute du mur de Berlin. Avant que le communisme ne disparaisse, le monde était divisé en 2 parties. Il y avait d'un côté le monde capitaliste et puis de l'autre côté le monde communiste. Mais les Blancs ont tout fait, les Occidentaux ont tout fait pour que le communisme disparaisse. Quand le mur de Berlin disparaît, on revoit la configuration de la politique internationale. Donc il n'y avait plus de zones protégées, comme ce fut le cas, c'est-à-dire la France avec ses colonies, la Belgique avec sa colonie, les autres là, ainsi de suite. Ces principes-là avaient disparu. Le deuxième problème qui s'est posé dans la décennie 80, c'est le problème du terrorisme. Le terrorisme, en fait, n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut reculer vers les années 1794 pour voir les premiers éléments du terrorisme. Mais ce terrorisme-là était pratiquement local. On visait les individus, ainsi de suite. On éliminait une personne. Mais celui qui est né dans la décennie 80, c'était un terrorisme de masse. Un peu comme les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Oui. Pour faire impression, pour dire voilà, faire paniquer les gens, ainsi de suite. Donc ce sont ces 2 événements-là qui ont fait que la configuration politique internationale puisse changer. Alors par rapport au Congo, le problème c'était quoi? Vous vous rappelez que dans la foulée des guerres du Chaba, de Moba 1, ainsi de suite, le président Mobutu avait chassé un ambassadeur américain. Au point que les États-Unis n'avaient plus de connaissances précises sur la RDC. C'est comme ça qu'ils vont demander aux Anglais. L'expertise. L'expertise des Anglais, les Anglais qui avaient une expertise coloniale, de les aider à actualiser leurs connaissances sur la RDC. Ils travaillaient et à la fin, les Anglais, quand ils ont rendu les rapports, ils ont dit nous avons trouvé 3 problèmes au Congo. Le premier problème, c'est celui des richesses. Le pays est tellement riche qu'on ne peut pas se permettre de laisser ces richesses-là entre les mains d'un groupe de gens, puissent-ils des Congolais eux-mêmes. Le deuxième problème du Congo, c'est le problème de leadership. Dans notre pays, c'est tout le monde qui veut devenir leader. Et ça se remarque aujourd'hui. Non, mais jusqu'aujourd'hui. Chacun veut. Et le troisième point? Le troisième point, c'est celui de la classe politique. Donc le Congo a un problème. Le premier problème a 3 problèmes. Le premier, de richesse. Pour résumer, je vous dis que nous détenons 45%. Quand vous lisez, vous entrez dans le livre, vous faites des recherches et que vous entrez dans les recherches dans les matières premières. Vous allez voir que la RDC détient 45% des richesses mondiales. La RDC a 45% des richesses mondiales. Du sol, du sous-sol, ainsi de suite. La faune, la flore. Raison pour laquelle l'homme blanc a dit on ne peut pas laisser aux Congolais eux-mêmes cette richesse, ni moins à un groupe d'individus. Donc, et puis nous intervenons par rapport au fonctionnement du monde aujourd'hui. La RDC fonctionne à la hauteur de 65% des matières qui font fonctionner le monde. Voilà pourquoi quand le président dit nous sommes un pays solution, c'est parce que quand vous allez en profondeur, vous allez trouver tout ça. Donc problème de richesse, deuxième chose, problème de leadership et de classe politique. Oui, la classe politique, ils l'ont qualifiée à ce moment-là d'indolente, des gens qui ne sont pas éveillés, qui s'attachent
aux choses de la terre, au lieu de faire émerger leur pays, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui nous tue jusqu'aujourd'hui. Hein. Tout à fait, oui. Les Anglais ont conclu en disant ils sont incapables d'exploiter toutes ces richesses-là et de les faire bénéficier à leur population, à l'Afrique et à l'Occident. En conséquence, étant donné qu'ils sont incapables de s'organiser, de s'entendre, de regarder dans la même direction pour l'intérêt et de leur peuple et de leur pays, il fallait absolument diviser le pays. C'est comme ça que les Anglais et les Américains, quand le communisme disparaît et que le terrorisme naît à l'Orient, les Américains vont réunir les Canadiens, les Britanniques, les Français et les Belges pour leur dire bientôt là, nous risquons de perdre l'Afrique, la Chine va venir, et si la Chine vient avant nous, nous perdrons tout. Or, comme nous sommes en train de perdre l'Orient, nous devons agir en Afrique. Spécialement, nous devons revoir les frontières de l'Afrique. Alors, ils ont cherché à savoir par où commencer. Ils ont choisi le Soudan pour le pétrole, parce que 90% du pétrole soudanais se trouve au sud. Or, à l'époque, le sud est en guerre avec le nord, excusez-moi, avec le général, le colonel John Garang. Donc, ils n'ont pas eu du mal à diviser raison pour laquelle on a divisé le Soudan. Voilà. Donc, le Soudan a été divisé uniquement d'abord pour le pétrole. Pour le pétrole. Oui, parce que les Occidentaux voulaient avoir du pétrole à eux, au cas où ça se compliquerait avec le terrorisme de l'autre côté. Ah, oui. Et il y a une sorte de pétrole, ce qu'on appelle le pétrole bleu, qui ne se trouve qu'au Soudan et non ailleurs. Donc, ils ont décidé de la révision des frontières. Le Soudan pour le pétrole et la RDC pour les minéraux. Il fallait absolument que tous les minéraux puissent appartenir à un bloc que les Américains allaient contrôler. Donc, voilà pourquoi il y a eu la séparation, la balkanisation du Soudan. Et cette balkanisation a eu une conséquence très fâcheuse, à laquelle les Congolais ne pensent pas souvent. C'est le fait que l'un des principes majeurs de l'Union africaine, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, a sauté. Donc, du fait que le Soudan a été divisé, ce principe-là n'a plus de valeur. Donc, nous aussi, on peut nous balkaniser. N'importe quel pays, on peut le balkaniser. L'Union africaine ne dira rien, parce que son principe-là, avec la partition du Soudan, ça n'a plus d'importance. Alors, chez nous, pour enchaîner, il fallait procéder. Comment fallait-il procéder? Parce que nous n'avions pas les problèmes que le Soudan avait. Nous étions unis, les Congolais parlent le même langage, ainsi de suite. Alors, Bill Clinton va initier un projet. Pour jeter une concertation. Oui, la concertation, elle a eu lieu. Ah, bien sûr, elle a déjà eu lieu. Elle a eu lieu et ils ont décidé... Ah, nous sommes déjà au niveau de la partition du Soudan, oui, c'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé. Oui, à partir du moment où Anglais, Français, tout ça se sont réunis, voilà. Et qu'ils ont décidé qu'ils devaient revoir les frontières de l'Afrique parce que la Chine était en train de venir. Là, c'est le cas spécifique du Congo. Oui, alors, je rappelle en disant que en 68, Mao avait dit, si nous possédons le Congo, nous allons disposer de toute l'Afrique. Et les Blancs n'oublient pas. Il n'y a que nous qui ne lisons pas pour comprendre ce qui se passe. Martin Folo Lobaki, Katumbia Gangaki, John Numbia Lobi. Des choses essentielles, on n'en parle pas. Cette parole-là a fait peur aux Occidentaux. Mao a dit, si nous possédons le Congo, donc la RDC, nous allons disposer de toute l'Afrique. Très bien. En 68 déjà. Wow. Il faut lire Pierre Lénarès, qui dominera le monde. Le livre a été écrit vers les années 68, 70. Et il a rappelé cette parole-là de Mao. C'est comme ça que le Soudan, et plus tard, à propos du pétrole, il y a Henry Kissinger qui avait dit
Le pétrole est une matière très précieuse pour la laisser entre les mains des seuls Arabes. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit. Or, le Soudan, à l'époque, est dirigé par les Arabes. Et Ben Laden, qui est considéré comme le père du terrorisme moderne, est passé par là aussi. Voilà pourquoi ils ont dit on doit diviser pour que nous puissions prendre le pétrole. Alors, le cas spécifique du Congo, c'est quoi? Nous avons vu les conditions, la classe politique, les richesses, ainsi de suite. Le leadership. Maintenant, il s'est posé un problème, comment entrer au Congo? Bill Clinton a initié ce qu'on appelle, il a initié 2 plans. Comment entrer au Congo? Il fallait une action d'éclat. C'est comme ça que les grandes puissances ont permis le génocide de Rwanda. Ils pouvaient bien l'éviter, parce qu'ils étaient là, l'ONU était là. Donc on a permis les génocides rwandais pour entrer au Congo. Au Congo, mais vous, notre... Continuez. L'autre, Charles Onana venait de le dire. Oui, bien, Holocauste, bien sûr. Voilà, quand vous lisez son livre, ce sont des choses dont il parle. Il fallait trouver des voies et moyens pour entrer au Congo. Très bien. C'est comme ça qu'ils vont permettre ces génocides-là. On demande à Mobutu, qui était en mal avec les Occidentaux, d'ouvrir les frontières et de poser un geste humanitaire pour accueillir ces millions de réfugiés qui entraient. Mobutu, est-ce que c'est par naïveté ou par ambition, je ne sais pas, il a quand même fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il a ouvert les frontières, les Hutus sont arrivés, bon, vous connaissez la suite, du génocide et tout. Finalement, du fait que les Hutus étaient ici, on a considéré tout le monde comme étant des génocidaires. Mais quand la guerre de 96 commence, on a bombardé les camps de réfugiés de Hutus, un grand nombre est rentré. Mais ceux qui se reprochaient quelque chose, dans leur tête, ne sont pas rentrés avec leur famille. Ce sont ceux-là qui ont créé le mouvement qu'on appelle le FDLR, ayant pour ambition de libérer le Rwanda. Mais ils ont tellement été affaiblis. D'un côté, les Congolais les attaquaient, les groupes armés, l'armée congolaise, ainsi de suite. Il y a un grand nombre qu'on a attrapés, qu'on a renvoyés là-bas. Alors, c'est comme ça qu'ils vont initier la guerre de l'AFDEL. Ils ont dit, nous devons, pour entrer au Congo, parce que Bill Clinton avait deux projets. Le premier projet, c'est de contrôler le couloir allant de l'Angola vers la Somalie, en passant par la RDC, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et puis la Somalie. Voilà pourquoi on avait envoyé une mission de paix là-bas, restaurer la paix. Les militaires américains sont arrivés là-bas, ils ont fait ce qu'ils ont fait, malheureusement ils n'ont pas pu. Ils sont rentrés et une partie des armes qu'ils avaient amenées, ils les ont déposées en Ouganda dans la perspective de la guerre de l'AFDEL dans notre pays. Bon, pour attaquer le Congo, entrer au Congo, il fallait, comme je le disais, d'abord une action d'éclat. Le génocide a eu lieu, des réfugiés sont arrivés ici, il fallait les exterminer ou je ne sais pas quoi, et faire quelque chose pour que ça ne devienne pas une menace contre les autres. Alors, ils vont progresser, ils vont initier cette guerre-là, mais pour que ça ne paraisse pas comme une invasion, prendre des Congolais et à les intégrer. Ils ont pris Nganu Kisase, qui était un militaire, général de son État. Ils avaient peur de lui parce qu'il avait beaucoup, même s'il avait quitté l'armée nationale, les phases, il avait quand même beaucoup de têtes de pont dans l'armée, des amis avec qui il a travaillé. Et on est allé chercher Laurent Désiré, que Museveni a connu, ou même Kagame lui-même a connu, quand ils étaient en Tanzanie et qu'ils se battaient chacun pour rentrer dans son pays. Donc, le génocide rwandais a été comme une tête de proue pour entrer au Congo. C'est ce qu'ils ont trouvé comme élément pour entrer au Congo. Alors, ils vont entrer, l'AFDEL fait des conquêtes, ainsi de suite. Les officiers de l'armée ont été corrompus, tout le monde le sait, parce qu'ils ont abandonné. Finalement, ils arrivent à Kinshasa. Mais, quand ils sont à Lubumbashi, Laurent Désiré
se réveille. Il dit, je ne suis qu'un porte-parole de l'AFDEL. Le secrétaire général, c'est un Rwandais. Soit dit en passant, Bouguera a étudié à l'IBTP ici. Hein? C'est un Rwandais, bon, tel que je le vois, ainsi de suite, ça risque de poser des problèmes. Alors, c'est comme ça que les ennuis ont commencé. Il va poser un premier geste, il s'est autoproclamé président de la République. Quand vous voyez l'image, Bizi Makara est à côté. Quand le président Kabila lit l'acte de prise de pouvoir, Bizima n'était pas d'accord. Il n'était vraiment pas d'accord. Bon, comme Kinshasa n'était pas encore pris, finalement, on le lui a concédé. Ils sont arrivés à Kinshasa, la constitution n'existait plus. Ça arrive dans tous les cas où il y a des coups d'État, où le pouvoir bascule. Alors on lui dit, vous allez écrire, vous proposez d'écrire un décret constitutionnel. Il en a écrit 2, mais le plus important, c'est celui de 18 articles, qui a organisé l'espace politique. Alors on lui dit, mettez l'AFDEL comme étant la 2e institution du pays. Et Kabila dit, si je mets l'AFDEL, on va me décapiter. Sur le plan institutionnel ou constitutionnel, Bouguera va passer président de la République. Il a mis le gouvernement comme étant la 2e institution du pays. La première était le président. Le président, la 2e le gouvernement, où lui-même était pratiquement le Premier ministre. Le Premier ministre. Et les Rwandais n'étaient pas d'accord, bon, mais on l'a laissé faire. Et puis le 3e coup qu'il leur a fait, c'est quand il a intégré le pays à la SADC. Nous ne sommes pas un pays de la SADC. Nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Mais Laurent Désiré avait compris que tôt ou tard, il y aura guerre. La France étant dans le coup, on ne va pas... les pays de l'Afrique centrale, le Congo-Brazza, le Gabon, tout ça ne vont pas me soutenir. C'est comme ça qu'il a versé le pays à la SADC. Chacun de nous connaît l'apport de l'Angola, de la Namibie et Zimbabwe. Ah, il s'attendait déjà à quelque chose. Mais oui, il le savait. Sachant déjà que non, j'ai trahi. Oui, non, il n'a pas trahi. Non, dire que Laurent Désiré a trahi, moi... Il n'a pas trahi. Non, il a remis les choses en place. Ah, il a remis les choses en place. Oui. C'est comme aujourd'hui quand on dit que le président Félix a trahi. Il a trahi qui? Non, on va arriver là. Nous sommes d'abord dans... donc il a remis les choses en place. Oui. Il a dit, je suis Congolais. Nous sommes venus pour libérer notre pays. Très bien. Je ne vois pas pour quelle raison je dois encore m'accrocher à des accords qui compliquent l'avenir du pays. Donc eux ont considéré ça comme une trahison. Et une trahison. Mais lui a remis les choses en place comme patriote. Kagame et la gestion de l'invention de la RDC, à court terme, à moyen terme, à long terme. Oui, à court terme, c'est ce que je viens de dire. Bien sûr. Il fallait d'abord entrer au Congo. Entrer au Congo. Ils sont entrés avec Laurent Désiré Kabila. Mais quand Kabila s'est détourné d'eux, il y a eu la guerre de 98. Avec le RCD. RCD, MLC et les autres. Oui, RCD d'abord. Oui, parce RCD. que le MLC, il faut remercier quand même Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba doit être remercié par les Congolais pour avoir initié cette rébellion-là. Et d'une manière générale, oui, je vais m'expliquer. D'une manière générale, il faut aussi remercier l'Ouganda. Parce que l'Ouganda n'était pas sûr de l'accompagnement du Rwanda. D'ailleurs, la manifestation la plus concrète, c'est la guerre des armées, de leurs 2 armées à Kisangani. Sur la place de la force publique. Voilà, donc ils se sont battus. La guerre de 6 jours. Oui, ils se sont battus là-bas pour montrer que tout en étant ensemble, ils marchaient ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble. Alors, si Museveni avait demandé à Jean-Pierre d'initier cette rébellion-là, c'était pour bloquer la progression des Rwandais ou des militaires du RCD, des Rwandais en fait, sur le front nord, qu'ils avaient déjà emprunté en 96-97 avec l'AFDEL. Donc, si c'était resté ouvert, soit ceux qui venaient par là seraient arrivés à Kinshasa, ou bien ceux qui venaient
de Bas-Congo, serait aussi arrivé à Kinshasa. L'un des deux fronts, on ne pouvait pas les bloquer. Mais c'est comme ça que moi j'ai dit qu'il faut remercier Jean-Pierre qui a initié cette rébellion parce que ça a coupé le chemin aux Rwandais qui voulaient prendre le chemin qu'ils avaient pris en 1996 pour arriver jusqu'ici. Donc, à court terme, il faut entrer au Congo. Ils ont fait avec l'AFDEL. À moyen terme, il fallait trouver des personnes conciliantes pour s'implanter au Congo. Et vous connaissez la suite, ce qui s'est passé avant l'arrivée du président Félix. Donc les 18 ans de Kabila, c'était pour s'implanter au Congo. Eh bien oui. Est-ce qu'ils ne se sont pas implantés? En fait, c'est vous qui posez des questions. Moi, je pose des questions. Non, mais répondez-moi. Mais ils se sont... Vous êtes chercheurs, vous avez quand même des données. Ils se sont implantés parce qu'on les a retrouvés partout. Dans toutes les institutions. Dans toutes les institutions. Bien sûr, bien sûr. Dans l'armée, dans les services de sécurité, au Parlement, partout. Et c'est ce qui pose encore des problèmes aujourd'hui dans disons, la récupération du pays. Et à long terme, c'est ce que nous vivons. Parce que quand ils ont tenté d'abord en 1996, la résistance était tellement forte que ils ont dit ça ne peut pas marcher comme ça. Ils ont étendu le programme sur ces 3 temps-là, court, moyen et long terme. D'ailleurs, quand la guerre du RCD commence, 6 mois après, le président Kagame a fait une déclaration. Et si on ne réfléchit pas autour de ça, on ne comprendra pas pourquoi le président Kagame est au Congo. Hein, il tient à rester au Congo. Il a dit, moi j'ai lu ça, je crois, dans Jeune Afrique ou dans une autre revue, il a dit, la guerre au Congo, c'est une question de sécurité nationale. Ça veut dire quoi? Que pour que le Rwanda soit en paix, il faut que le Congo soit désorganisé. Soit nous prenons une partie du Congo, soit nous ne prenons pas une partie du Congo. Donc, je reviens à ce que je disais. C'est très important pour comprendre le long terme de la guerre. Le président Bill Clinton avait initié 2 projets. Contrôler le couloir allant de l'Angola vers la Somalie. Ça, c'était le premier projet. Quand la guerre de l'AFDEL se termine, il a appelé tous les présidents dont il avait besoin en Ouganda. Il a demandé à tout le monde de lui donner sa vision des choses, comment il allait gouverner le pays. Celui de l'Angola était là, Laurent Désiré était là, Museveni était là, Kagame était là, et Burundi aussi était là, du Kenya, ainsi de suite. Alors, le président Laurent Désiré Kabila a commis l'erreur de se répandre. Vous voyez, c'est quelqu'un, même quand il parle, hein, il n'a pas son regard par terre ou en parallèle. Il est peu évasif. Non, pas évasif, il regarde. Donc, il avait une vision du Congo, un Congo grand, puissant, fort. Quand il le regardait comme ça, il s'est répandu, il a expliqué ce qu'il voulait faire du Congo, ainsi de suite. C'est comme ça que Bill Clinton l'a désavoué. Il a dit non, 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 si je garde cet homme, il va devoir désorganiser mon plan. Alors, il a requalifié le deuxième projet, ou le deuxième plan, c'est celui de la création de l'Afrique utile, dont la ligne de fracture devait partir de l'Égypte, en passant par l'Éthiopie, le Sud-Soudan, l'Ouganda, tout l'Est de la RDC, la Zambie et puis l'Afrique du Sud. Alors, l'avantage, c'est quoi? Sauf le Mozambique, tous ces pays-là parlent l'anglais. C'est comme ça que le Kagame a vite versé le Rwanda vers l'anglais pour figurer utilement dans cet aéropage-là. Alors, par rapport au président Bill Clinton, lui ne voyait pas, il voyait d'abord un bloc économique. Un bloc économique qui serait, disons, sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Les pétroles, ils l'avaient, les minéraux, ils les ont. Donc, même si ça barde en Orient, ce n'est pas son problème. Il ne voulait pas créer ces blocs-là pour que les États deviennent d'abord puissants, hein, à l'intérieur, le Kenya, ceci, non. Lui voyait d'abord l'importance économique, ce qu'il pouvait tirer
au bénéfice, c'est que les États-Unis d'abord et puis les anglophones pouvaient tirer comme bénéfice par rapport à ces blocs-là. Donc c'est comme ça qu'il a requalifié ce projet. D'ailleurs, il y a un vieux projet, parce que à l'époque coloniale, l'Angleterre avait l'intention de joindre le Cap au Caire. Hein? Ils voulaient joindre le Cap au Caire, mais sur le chemin, il y a eu le Rwanda, l'Ouganda qui n'était plus de l'obédience anglaise. Donc c'était ça. Alors, c'est comme ça que quand les gens parlent, hein, le président de la République avait coupé l'herbe sous les pieds des anglo-saxons. Hein? Vous voyez, ce projet-là de l'Afrique utile, c'est pour couper l'Est du Congo et que ça fasse partie de ces blocs-là. Bien sûr. Hein? Mais quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a intégré le Congo, la RDC dans le pays des États de l'Afrique de l'Est, c'était justement pour casser cette histoire-là. Donc maintenant que nous sommes ensemble, vous n'avez plus le droit de couper une partie de notre pays. C'est ça l'objectif. Donc on doit dire que Fathi a été visionnaire. Oui, c'est un visionnaire. Aide le politique à ce niveau-là. C'est un visionnaire, oui. C'est ça l'objectif. Hein? Vous avez l'intention de nous balkaniser. Nous ne voulons pas, nous voulons rester ensemble. Mais au moins nous venons, nous formons un même bloc. Et nous allons nous organiser pour le partage des richesses, le partage de ceci, de cela, ainsi de suite. Parce que dans la perspective de l'Afrique utile, Bill Clinton, il y a des autoroutes, des pipelines, des chemins de fer qui étaient prévus des ports de l'Est, hein, Tanzanie, Kenya, ainsi de suite, vers la capitale du Sud-Soudan, vers l'Ouganda, vers Goma, vers Beni, vers Butembo, Bukavu, vous allez Lubumbashi, Kalemi, ainsi de suite. Mais oui. Mais le président a jeté un trouble dans leur camp en intégrant le Congo. Non, si on n'avait pas intégré, on aurait perdu tout ça. Oui, on nous fait la guerre et on finit par prendre. Parce qu'il ne faut pas que les gens se fassent une idée. Quand Kagame insiste avec ces guerres, ce n'est pas seulement pour le Nord Kivu. C'est pour les Kivu, même pour les Tanganyika. Non. Hein? Oui, mais Tanganyika, c'est presque Grand Bukavu, non? Voilà. Non, Grand Sud Kivu. Voilà. Puisque nous avons Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, et puis... Sud Kivu, nous partons vers Kalemi. Ainsi de suite. C'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, la question que vous pourrez poser, c'est de savoir pourquoi, étant donné que la RDC a intégré l'EAC, Kagame continue de lui faire la guerre. C'est devenu un problème personnel. Pourquoi? Parce que lui a promis des terres. Quelles que soient les conditions, il doit prendre des terres à la RDC pour les annexer au Rwanda. Vous voyez, ça, et pour ça, beaucoup de Rwandais sont morts ou continuent encore de mourir dans la guerre qu'il y a à l'est du pays. Donc Kagame a promis des terres. Mais oui. À qui alors? Aux Rwandais, pour dire nous allons là-bas, nous allons prendre des terres, nous allons faire une expansion vers l'est de la RDC. Laurent Désiré le dit, et ce n'est un secret pour personne. La guerre contre le Rwanda, avant que ça devienne une guerre de richesse, disons entre la RDC et le Rwanda par rapport à l'est du pays, c'est d'abord une guerre de terre. Il nous faut des terres. Parce que vous comprenez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. En 1910, quand les Belges ont cartographié les ethnies et les tribus du Congo, hein, ils l'ont fait par rapport aux terres. Par exemple, quand on dit territoire de Segebanza, il y a un village qui s'appelle Segebanza et habité par une tribu. C'est autour de ces villages-là ou de ces rivières ou je ne sais pas quoi qu'on a construit le territoire. Donc chaque tribu ou un groupe de tribus dans un territoire. Vous allez, je prends le cas que je connais le mieux, le territoire de Popo Kabaka. Le mot Popo vient du village de Zipopo, hein, qui était pratiquement le chef-lieu de là. Et que ce soit au Kasaï, que ce soit dans n'importe quelle partie du Congo, la terre joue un rôle important. Or, les Tutsis n'avaient pas de terre. Donc, il leur faut des terres pour
qu'ils puissent les revendiquer plus tard. Hein? Quand je dis long terme, c'est-à-dire si on a des terres et que les conflits continuent, on ne s'entend pas, et qu'ils sont majoritaires, eh bien, on peut organiser un référendum d'autodétermination, comme on l'a organisé au Soudan, et puis à partir de là, déclencher la partition. Voilà un peu ce qu'il faut savoir. En conclusion, il y a beaucoup de choses ici. Oui. En conclusion, ceci s'adresse exclusivement aux Congolais. Il y a beaucoup de choses que je peux lire ici. Oui, vous pouvez les lire. En conclusion, chers compatriotes, retenons ceci. Si jusqu'à ce jour, notre pays résiste, c'est grâce essentiellement au peuple et non en particulier à cause de beaucoup de ses dirigeants qui, au vu de beaucoup de faits qui se suivent, seraient complices de nos ennemis. Il faut donc rendre hommage à ce peuple. Pendant que nous chantions et dansions, Kagame a pris une avance considérable sur nous dans le domaine de la communication, sur le plan de renseignement et militaire. Notre armée et nos services étatiques, avec la complicité du pouvoir qui était en place, ont été tout simplement inféodés, ce qui complique la réplique. Waouh! Les Rwandais nous mènent une guerre totale. Nous devons répondre avec la même hargne et les mêmes armes. Nous nous battons non seulement contre le Rwanda, mais aussi contre l'Occident et leurs grandes finances. Nous devons rester éveillés et nous souder si nous voulons en sortir. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole que tout royaume divisé est condamné à disparaître? Par nos prises de parole et initiatives, par nos comportements frisants, la légèreté, nous faisons les lits de l'ennemi. Nous devons donc chercher à contrôler nos faits et gestes. Ne nous attardons pas à en appeler à la communauté internationale. Elle est juge et partie, fait et cause. En un mot, elle est complice. C'est elle qui est la source de tous nos problèmes, communauté internationale. Les différentes déclarations de ces dirigeants ne sont que de la fumée en l'air. Ce qui est à la clé, c'est la disparition de notre pays dans ses limites de 1960. En versant le pays à l'EAC, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bloqué les manœuvres et a mis devant leurs responsabilités tous ces pays de l'Est de l'Afrique, membres du Commonwealth. Nombreux sont ceux qui parlent au nom du Congo et des Congolais, mais ils le sont de l'extérieur et non de cœur. Faisons très attention. Beaucoup de ceux qui se disent aujourd'hui opposants ne le sont que des façades. Ils cherchent à rentrer au pouvoir pour se protéger et cacher leurs divers crimes et leurs accointances avec les agresseurs. Il faut au peuple de meilleurs orateurs, communicateurs et enseignants pour l'amener à comprendre les enjeux réels autour de notre pays. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent leur expliquer les fonds du problème, d'où une mobilisation générale s'impose. Cette-ci ne doit pas seulement être militaire, elle doit aussi être morale et intellectuelle, d'où une révision de l'enseignement et des programmes scolaires s'impose, financière également. Pour donner un signal fort à nos ennemis, nous devons créer une caisse sociale dans laquelle chaque Congolais mettrait ne fût-ce que 1000 francs chaque mois pour contenir nos militaires et leurs familles. Il faut pour cela une meilleure explication du chef de l'État
et un bon encadrement de ces fonds. Il n'y a pas meilleure arme que l'éducation et la formation. Une réforme de l'enseignement s'impose. Kagame apprend aux petits Rwandais la langue congolaise. Il insiste sur l'appartenance historique du Kivu au Rwanda, ce qui est un mensonge. Il nous faut donc nous préparer à une guerre de génération. D'où nous proposons que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique devienne un ministère régalien. En clair, il doit être rattaché directement à la présidence de la République et totalement dégagé de l'emprise politique. Car si aujourd'hui la jeunesse est perdue, c'est à cause de la politisation de l'enseignement. Les ministres qui se sont succédés jusqu'à ce jour font la politique dans l'enseignement et non la politique de l'enseignement. Il est temps que le ministère de l'EPST retrouve son caractère technique et spécifique comme ceux de la justice et de la médecine. Le cadre de l'enseignement, nous sommes là. Pourquoi faut-il toujours y nommer des gens de l'extérieur qui viennent détruire et non organiser? Aujourd'hui, le programme de la gratuité oscille parce que dès le début, on en a fait par le ministre qui se sont succédés un enjeu politique et non un programme à exécuter étape par étape. C'est ainsi qu'au lieu de respecter la réglementation à la matière dans le secteur, on s'applique à tout chambouler, aussi bien pour les nominations des cadres que le fonctionnement même du secteur. Jean Idia Yanfou Lunyanga, historien, chercheur, analyste politique. Chers compatriotes, j'espère que vous avez compris. Mondele Avanda Atala Congo Munene Leki, matière Leki, minerai Leki. Atali que ba Congolais bazana problème au ben misatu. Richesse Leki belé. Ba koti koti ke lango muto mokote, to groupe ya batote. Leadership nambo cannabis se poser problème, la classe politique eza robeka ka ya bato bazolo ka pouvoir mais bazoye baté que mboko il faut changer yango. Mokonzo Tshisekedi ndé muto a posé acte ya koluka ko barrer balkanisation en intégrant le Congo na EAC. Au moment où je vous parle, Kagame azo bunda kaka a luki par tous les moyens pour ba bundi samboka. Bakata Congo mais aussi makakate. C'est une guerre où il faut étiquer dans la génération pour ekoka to bunda to longa. Il faut bato ba yeko la ba yeba nini ya kosala et pas ya Kagame alors la kisabango qui vous ya bango mais pas na biso awa tozo bete tozo la kisabana nini. Professeur historien, qu'est-ce qu'on peut ajouter en définitif? Bon, essayez un peu d'expliciter votre conclusion. La conclusion, vous l'avez bien rendue d'abord. Merci beaucoup. En reprenant point par point ce que j'ai dit. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Chaque fois qu'un pays ou une société est en guerre ou est bafoué, les gens se mettent ensemble et réfléchissent pour remettre les choses en ordre. Très bien. En 1815, quand Napoléon a été battu, les Français avaient réorganisé l'enseignement et dans le manuel d'histoire, on avait écrit que l'ennemi public numéro 1 de la France était l'Allemagne. Et les Allemands aussi ont écrit la même chose. Moi, je ne veux pas que nous puissions dire que le Rwanda c'est notre ennemi, non. Mais nous avons un problème de conscience, nous avons un problème de réflexion, nous avons un problème de mentalité. Il nous faut revoir l'enseignement et faire en sorte que le cours d'histoire, la géographie et l'éducation civique deviennent des branches principales. De l'école primaire jusqu'à l'université, on doit étudier l'histoire du pays. Parce que si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pourrez pas défendre ça. Donc on doit revoir ça. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit mathématiques, physique, tout ça, mais quand vous allez à l'université,
la physique pure, les maths pures n'existent plus, on vous parle de maths info, tout ça, on a un problème très sérieux. Donc, quand je dis le ministère de l'enseignement primaire et secondaire doit devenir un ministère régalien, c'est vrai. Et comme la défense, ça doit dépendre directement du chef de l'État. On ne peut pas tout expliquer dans une émission. Si jamais un jour j'ai l'occasion de les rencontrer, je vais le lui dire. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans des écoles aujourd'hui, c'est très grave. Moi que vous avez reçu aujourd'hui, je suis un chef de division. Je vous ai dit que j'ai commencé dans l'enseignement en 75. J'ai évolué jusqu'à devenir chef de division aujourd'hui. Mais on arrive, l'année passée, le 4 mai, il y a des arrêtés qui sortent, on nous met à la porte. Sans raison, tout ça. Or, un agent de l'État, un cadre, pour le déplacer, il y a quatre choses. Soit vous le renvoyez suite à un dossier disciplinaire, soit vous le mutez, soit vous lui donnez un grade supérieur, ou il va en pension, ou il est mort. Mais on se retrouve comme ça le matin, les députés se réunissent pour dire non, mon frère, je dois donner du travail à mon frère. Comme les élections s'organisent dans des écoles, mon frère tel doit devenir sous-prophète, mon frère tel doit devenir chef d'antenne. Bon, le Premier ministre est tellement chargé, lui aussi cherchant à éviter des motions de censure, ainsi de suite, il est obligé d'agir. Mais si c'est le chef de l'État lui-même qui contrôle l'enseignement, comme il contrôle l'armée, de telles choses ne vont pas se faire. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que ça doit devenir un ministère régalien. Parce que dans un pays, quand l'éducation est détruite, il n'y a plus rien à espérer. Bissolé dans une école primaire, ou Salim Beba, les parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Je ne sais pas. D'ailleurs, ça continue même à votre époque. Est-ce que donc l'enseignant était une référence. Est-ce qu'aujourd'hui l'enseignant c'est une référence? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ce n'est pas une référence. Donc, mais si le chef de l'État veut réussir ce projet-là de gratuité de l'enseignement, il faut que l'enseignement soit rattaché et il faut que les techniciens de l'enseignement que nous sommes, nous puissions être là pour dire voici comment nous pouvons avancer. D'ailleurs, les 2 premières années, quand il était en accord avec le FCC, vous avez vu comment les choses ont oscillé. Hein? Tantôt c'est tout le secondaire, tantôt c'est le primaire, tantôt c'est ceci. Or, sur 5 ans, on pouvait y aller degré par degré à l'école primaire. Parce que c'est l'enseignement primaire qui est fondamental, qui est concerné par la gratuité. On pouvait prendre la première année, le premier degré, la deuxième année, le deuxième degré, la troisième année, le troisième degré, et les 2 dernières années auraient été des années de consolidation. DG Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki yo, Tangwango yango yo, Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, oh yeah yeah.